Imhotep, Bekan FR. Soyez les bienvenus aujourd'hui sur les plateaux Couche Kamit Congo de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois dans les Raoult et Tepo. Les Raoult et Tepo Couche Kamit Congo est un espace de condivision, de connaissances, d'expérimentation et de partage. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème assez particulier et c'est une mission, nous sommes en train de la répéter pour la deuxième fois. La première fois, nous n'avons pas pu aller effectivement avec l'audio. J'ai avec moi Moutra Koutinefi, la Sebaka Bitura Koutinecher, qui va nous assister et essayer de poser les questions qui ont déjà été posées. Nous allons essayer de les enregistrer, essayer de porter les réponses. Le thème central de... Le thème central du Raoult et Tepo aujourd'hui tourne autour de l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre. Et je vais reprendre les sujets comme je l'ai développé auparavant en partant de l'âge du verso. L'âge du verso, comme dans le Couche Kamit Congo, nous l'avons expliqué et c'est la première fois qu'il a été expliqué de cette manière. L'âge du verso ne signifie pas l'âge où les enfants indigos, les enfants cristaux vont faire des exploits. Non, l'âge du verso signifie l'âge de naissance. En fait, la femme qui verse, et ce n'est pas un homme, la femme qui verse l'eau, nous savons très bien que l'eau est un élément féminin, qui verse l'eau sur la terre. Okay? La cruche correspond, de laquelle sort l'eau, correspond à l'utérus. Okay? Une expression utilisée dans le domaine de la naissance quand on dit les os sont cassés, tu vois. Vous voyez un peu, et cela signifie qu'une nouvelle naissance est en vie, est en train d'arriver. Mais pour qu'on puisse parler d'une nouvelle naissance, il est essentiel que dans un premier temps, qu'il y ait une grossesse. OK? Et pour qu'il puisse avoir une grossesse, il doit y avoir des tentatives, une fécondation ou plusieurs tentatives de fécondation qui vont apporter à une fécondation unique. Cette notion de fécondation, de gestation et de naissance nous renvoie encore à l'agriculture et qui dans les thèmes typiquement cosmologiques, quand nous parlons de culture, de l'agriculture, nous sommes en train de parler de culture. C'est-à-dire, il y a un travail qui est fait en amont, qui porte à la naissance. Et cette naissance est symboliquement représentée par l'âge du verso. L'âge du verso, dans les couches Kamit Congo, est appelé l'âge de Nout, okay? L'ère de Nout. Nout, Mamitou Namounut, la mère divine, qui signifie le retour au matriarcat. Et la fin, la chute, la débâcle du patriarcat représentée par l'image même du démiurge, les fils de la perdition que nous avons étudié dans ce que nous avons appelé la News Couche Kamit Congo. Eh bien, cette ère-là, ou cette naissance, est conditionnelle dans le sens qui doit être accompagné d'un travail. Ce travail est représenté par une gestation, une grossesse qui, lui, est anticipée par une fécondation. La fécondation ici représente la conscience, la prise de conscience. Quand on parle de la prise de la conscience, on commence un travail de transformation intérieure qui se reflète dans le monde extérieur, qui culmine avec une naissance, c'est-à-dire le début d'une nouvelle ère. Et donc, nous ne pouvons pas attacher l'âge du verso à une identité des enfants indigos, des enfants kimbangu, non, absolument pas. Elle est plutôt attachée, elle est plutôt reliée à une prise de conscience, développement de conscience. Ce développement de conscience ici a à faire avec un travail de transformation intérieure qui se reflète par un travail de transformation extérieure. Transformation intérieure signifie l'amélioration de la personnalité de l'être. Transformation extérieure signifie le contrôle de notre environnement. Le contrôle de notre environnement extérieur passe par le contrôle de 4 éléments. Nous devons contrôler le feu, la terre, l'eau
et l'air. Qu'est-ce que cela signifie? Transformer, construire notre environnement, construire nos mondes. Et quand on a une conscience élevée, quand de l'éveil est née une transformation intérieure, la qualité de l'être, et de cette qualité de l'être, il y a une résultante, un impact sur le monde extérieur. C'est-à-dire, on arrive maintenant à l'âge divers, c'est-à-dire à l'âge de Nout, une nouvelle naissance. C'est-à-dire, nous avons maintenant une société organisée où les gens ne sont plus dans la situation de lutter pour survivre. Mais les atouts pour permettre une vie d'évolution spirituelle, parce que c'est là une nouvelle ère commence, c'est l'ère de la spiritualité. La spiritualité veut dire qu'on a eu le contrôle sur les éléments, on a maîtrisé les mondes de la matière. Quand ces éléments, quand les situations que je viens de décrire ici n'ont pas eu lieu, nous ne sommes pas dans l'ère de Nout. En tant que race, je veux dire, nous ne sommes pas dans l'ère de Nout. Mais il se peut y avoir des communautés qui sont en train de faire ce travail pour arriver à l'âge de Nout, une nouvelle naissance. C'est dans cet ordre-là que le Kush Kamit Congo est axé. Le Kush Kamit Congo est sorti du calendrier de Marcus Garvey, qui a duré 143 ans, pour rentrer dans l'âge, le calendrier de Nout, l'ère de Nout. On est sorti de l'ère de Marcus Garvey, qui a duré pendant 143 ans, et puis nous sommes rentrés dans l'ère des Nout. L'ère des Nout, l'ère où on donne naissance. La question qui se pose dans le monde non Kush Kamit, mais plutôt dans le monde Kamit, on est en train de donner naissance à quoi? À défaut, cela a été fait référence à la jeunesse. Mais une jeunesse numérique qui n'a pas eu une formation, une jeunesse numérique qui n'a pas eu une initiation, une jeunesse numérique qui n'est pas éduquée, n'est pas une bonne naissance. N'est pas une bonne naissance. Quand les conditions pour donner naissance à un enfant n'ont pas été réunies, on est en train de donner naissance à un malheureux. Et donc, c'est ça, ce qui... Je reviens un peu sur les constats de la notion de l'âge du Verseau. Et je vais essayer encore de rentrer en profondeur en portant plusieurs éléments. Aujourd'hui, nous sommes reprenant Marcus Garvey. Il y a 100 ans, Marcus Garvey nous fait les raisonnements. Et elle introduit une notion qui nous incite à l'époque déjà de voir les mondes d'avant, les mondes d'après. Eh bien, Marcus Garvey est un réceptacle du passé. Les mouvements panafricains ne partent pas de Marcus Garvey. Le mouvement panafricain représente les réveils des consciences. L'éveil des consciences a commencé à l'époque de l'avant de la naissance de Marcus Garvey et s'est conclu à la naissance de Marcus Garvey. Je signale cela parce que c'est un thème très important dans l'étude historique et de l'évolution de la conscience, parce que nous sommes en train de parler de l'éveil de la conscience maintenant. Non, l'éveil des consciences a eu lieu à l'époque de Marcus Garvey. Okay? Et Marcus Garvey représente un réceptacle. Il est le point de culmination de tous les panafricains qui sont venus avant lui. Nous avons Douglas, nous avons beaucoup d'autres qui sont venus avant lui. Marcus Garvey avait une voix qui désarmait n'importe qui venait les confondre. Et il a été retenu. Les gens qui sont allés les contredire ont reconnu à travers sa voix, à écouter 1000 voix. Comme l'on dirait de l'Algérie, les pays des 1000 martyrs. Ok? Marcus Garvey a été la voix des 1000 martyrs. Je suis en train de faire une rectification dans l'évaluation de la ligne des temps. L'éveil Kamit n'a pas eu lieu maintenant. L'éveil Kamit a eu lieu à l'époque de Marcus Garvey. C'est ça ce qu'on appelle la fécondation de la conscience. Après la fécondation de la conscience, maintenant, il y a ce qu'on appelle la gestation, la grossesse.
Et cette grossesse, c'est ce qui nous a porté pendant les 100 ans, disons, pendant toute l'époque qui est partie de Marcus Garvey jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'éveil parce qu'on ferait confusion, confondre éveil et, comme on appelle ça, l'âge du Verseau. Dans l'âge du Verseau, okay, on est en train de verser, c'est une naissance, ce n'est pas un éveil. Ce n'est pas l'état de la gestation, ce n'est pas l'état de la fécondation. L'âge du Verseau correspond à l'âge de la récolte. Et nous sommes en train de vivre cela de manière erronée, biphasée. L'éveil panafricaine a eu lieu à l'époque, le point de culmination, elle a commencé avant Marcus Garvey et Marcus Garvey a été un réceptacle. De Marcus Garvey, nous sommes rentrés dans une époque de gestation. Les considérations que je suis en train de faire sont des considérations typiquement historiques, scientifiques, et je ne suis nullement dans la débâcle des considérations folkloristiques à caractère religieux. Je ne suis pas en train de parler des prophètes, non, je suis en train d'étudier la ligne des temps, comme le font toutes les nations et le peuple dotés de savoir et de sagesse. Okay? Quand vous allez dans les librairies françaises, on vous parle des gens qui ont caractérisé, on vous ne parle pas des religieux. Ils font partie de l'histoire de tout le monde. Mais les personnes qui ont marqué l'histoire, l'ont donné un conduit différent, sont à considérer de manière différente. Marcus Garvey, il y a 100 ans, nous dit une chose très importante. Il dit, si la race noire devra rester dépendante des autres à 100%, eh bien, un jour, cette race se retrouvera à être mise au mur. Et quand cette situation arrivera, cette race faible, dépendante, ne sera pas exterminée par la voie des armes, mais par une famine. Si vous regardez derrière moi, vous avez peut-être la photo de la famine. Il y a le titre famine au-dessus et la photo, vous voyez qui là-bas? Vous avez vu les Pakistanais là-bas? Vous avez vu la photo des Indiens là-bas? On a mis la photo des Noirs, des Africains. Pourquoi? C'est une indication. On dit famine africaine. C'est ce que la famine vous est destinée. C'est à vous que revient la famine. Essayons de comprendre comment cela est articulable. Il s'agit bien entendu d'un complot. Un complot dans lequel nous avons participé. Souvenez-vous qu'il n'y a pas d'esclavage. C'est la participation duel. Pour qu'il y ait esclavage, il doit y avoir un maître d'esclave qui accepte de jouer le rôle de maître d'esclave et l'esclave qui accepte de jouer le rôle de l'esclave. Tous deux doivent collaborer. Pour qu'il y ait un colonisé, il doit y avoir un colonisateur qui se met d'accord avec un colonisé pour jouer une scène bien déterminée. S'il n'y a personne, comme dans le cas du Japon ou de la Chine, qui a refusé de jouer les colonisés, il n'y a pas eu de colonisation. Tenons bien cela à l'esprit. Si vous êtes colonisé, si l'Afrique est colonisée par l'Occident, c'est parce que l'Afrique participe au jeu de la colonisation. Si l'Afrique refusait le jeu de la colonisation, eh bien, il n'y aurait pas colonisation. Il y aurait quelque chose, mais pas la colonisation. Partant de ces éléments ici, nous allons essayer de répertorier l'histoire de la famine, que nous sommes en train de voir aussi aujourd'hui, et ça, ce sont des considérations typiquement scientifiques. Quand vous allez dans les marchés africains, vous allez trouver beaucoup d'huile de palme. À défaut, vous serez porté à penser que l'huile de palme est produite en Afrique. Vous vous trompez. Parce que l'Afrique est dépendante à 85% de l'huile de palme de production de la Malaisie. Une des caractéristiques haciendales industrielles développées en Afrique est la transformation du bleu pour la production de farine et autres. L'Afrique dépend de 95% des farines, ou l'Afrique absorbe les 95% des farines, disons, de l'Inde. Avec la guerre de l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a crise parce que la Russie qui réagit, disons, aux sanctions européennes,
ferme le robinet. Et tu as commencé déjà à former les robinets depuis très longtemps. Aujourd'hui, il y a une larme que je venais d'entendre lâcher en Italie. L'hiver risque d'être froide parce que la Russie a commencé à fermer les robinets du gaz. Et nous sommes au mois du mois de juin, juillet, août, septembre, octobre. L'hiver commence dans 4 mois. Il n'y aura pas de gaz venant de la Russie pour l'Europe. Qu'est-ce que cela crée? Qu'est-ce qu'il a créé? Ou bien l'augmentation des prix. L'augmentation des prix, quand elle est très, quand elle est très tendue, porte à quoi? À la famine. Et qu'est-ce qu'ont décidé les pays comme l'Inde et le Pakistan, ayant compris que la famine serait une conséquence des politiques économiques et politiques appliquées maintenant, ils ont décidé de suspendre les nouveaux contrats en termes d'exportation de l'huile de palme et de bleu. Cette suspension va intervenir, va commencer à partir du mois de septembre. Donc, nous avons les derniers contrats qui doivent encore expirer. Mais qu'est-ce que cela a comme résultat? Résultat est que l'Afrique ne pourra plus absorber, recevoir une grande quantité. Et là, je n'ai parlé que de l'huile de palme et du bleu. Et la consommation alimentaire africaine est complètement dépendante de l'étranger. Nous ne produisons pas des poulets que nous revendons. Nous n'avons pas une industrie de poulets soutenue. Okay? Nous n'avons pas une industrie de poissons soutenue. Les tomates, nous les achetons d'étrangers. Okay? Pratiquement tout, nous achetons pratiquement tout d'étrangers. Et nous sommes arrivés nous arrivons aujourd'hui dans un état où, avec la hausse des prix, les denrées alimentaires maintenant sur l'Afrique ont atteint des prix incroyables. Et quand nous allons arriver au mois de septembre, eh bien la famine va ravager. Quand on parle de la famine, on est toujours en train d'indiquer l'Afrique. Pourquoi? Parce que cela a été conçu et Marcus Garvey nous l'a dit il y a 100 ans. Pourquoi cette famine sera aussi atroce en Afrique? Je vais expliquer cela. J'ai commencé par expliquer la dépendance de l'Afrique des denrées alimentaires provenant de l'étranger. La question que chacun de nous se dirait, mais écoute, nous n'avons qu'à arrêter d'importer. Si les autres ne nous importent plus les riz venant de la Chine, si nous ne recevons plus les riz de la Chine, si nous ne recevons plus le bleu de l'Inde, si nous ne recevons plus l'huile de palme, nous n'avons qu'à produire les nôtres. Bien, on se trompe, il y a un problème. Sur les terres cultivables en Afrique, eh bien, autres les 55% sont des propriétés étrangères. Nous avons Facebook, Monsanto, Google, tous ces grandes compagnies comme Samsung possèdent des quantités de terres incroyables en Afrique où ce qui est produit sur le territoire est exporté à l'étranger. Faisons une mathématique, et je ne suis pas en train de parler des chiffres exacts, je suis en train de donner une idée. Nous retrouvons quelque chose nous nous retrouvons avec 40 à 45% des terres cultivables disponibles. De ces 40-45%, nous avons les 20 à 25% qui sont destinés à la construction des cités, des villes, parce que les villes sont construites sur les terres agraires. C'est pourquoi, derrière votre maison, quand vous jetez les tomates, ça pousse. Il n'y a pas eu une division des terres agraires et non agraires, mais plutôt, il s'est créé une plaque d'installation de construction des cités. Ces cités ont été construites sur des terres souvent disponibles, soit pour l'agriculture ou soit pour la pêche ou par exemple pour l'élevage des poissons. Okay? Ce qui fait que les cités, les villages enlèvent une très grande partie de la disponibilité des terres cultivables. Il nous reste entre les 15 et les 20%. Je suis en train de dire des chiffres non exacts, mais juste donner une idée. Alors, combien, et ces terres-là que nous avons, les 15 à 20%, ce ne sont pas des terres qui sont complètement exploitées. Parce que sur ces terres, nous avons aussi des forêts. Il faut savoir cela. OK? Donc, si je mets les forêts, la disponibilité des terres cultivables entre les mains des Africains est très, très, très réduite. Okay? Je vais rester autour de 15%. Combien de populations africaines pensez-vous que nous sommes en mesure de nourrir durant la famine avec la disponibilité de 15 à 20% des terres cultivables? Très peu. Très peu. Cette géopolitique que je suis en train d'expliquer, une situation claire et nette, a un nom. On appelle ça assiègement. Dans l'époque médiévale occidentale, quand on attaquait une ville, et à l'époque les villes étaient entourées de grands murs, vous avez l'exemple même en Tombouctou, qu'est-ce que l'on faisait? L'agriculture était pratiquée à l'extérieur des murs.
Okay? Et les personnes vivaient à l'intérieur. Bien entendu, les personnes pouvaient avoir des potagers. 1 mètre, 2 mètres, 3, 4 mètres de potagers à l'intérieur, disons, dans la propriété. Quand un État était assiégé, un royaume était assiégé, le royaume se renfermait à l'intérieur et mettait les archers pour pouvoir les défendre à la temps d'attaque. L'armée attaquante n'attaquait pas. Il ne voulait pas les perdre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il bloquait l'accès aux champs. Ainsi, donc, forcer les gens, les royaumes qui s'est reclus à l'intérieur à la famine. Cette famine commence par, dans un premier temps, vous commencez à consommer les moins parce que les denrées alimentaires sont rares et les potagers fournissent quelques éléments, mais il sera impossible aux potagers et aux réserves de pouvoir durer à l'infini. C'est ainsi que petit à petit, on commence à avoir des maladies, la carence alimentaire se fait, et finalement, quand on arrive à la famine, les rois ou les dirigeants sont obligés de capituler, de sortir et de se rendre. Ils sont mis en exil et le territoire est conquis. Ce que nous avons vu en Afrique, et nous avons été mis dans une situation d'assiègement. Petit à petit, les terres cultivables nous ont été arrachées, petit à petit, et ceux qui étaient cultivables nous sont rendus non cultivables, et à la fin, on se retrouve aujourd'hui dans les taux. Cet taux ici représente que dans les prochains 10 ans, à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de garantir la vie des peuples africains. Nous ne sommes pas en mesure de donner à manger aux peuples africains, parce que nous avons carence de terre. Et cette carence de terre va déterminer la famine par voie naturelle. L'Eucharistie, la famine, la mort par voie naturelle, parce que nous n'avons pas assez, nous ne pouvons pas maintenant produire. Même si les 15% de nos dispositions étaient mis en régime plein pour produire la nourriture, nous ne serons pas en mesure de nourrir plus de 30% de la population africaine. Wow. Ce qui revient à la famine. Et ça revient à ce que Marcus Garvey disait, parce qu'il dit que ce n'est qu'une question de temps où l'Africain, économiquement dépendant comme il est, de l'homme blanc sera forcé au mur et que la solution du problème blanc à l'avenir ne sera pas tant en tuant un gros ou en anéantissant les populations africaines, mais par une famine économiquement bien organisée. Exactement. Une famine économiquement bien organisée. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, on commence d'abord pour créer une dépendance. Okay? On crée d'abord une dépendance. Une fois que la dépendance est sous contrôle, eh bien, on l'enlève. Okay? Et cette dépendance a commencé par l'argent. Okay? Beaucoup font confusion quand on ne parle de la démocratie. La démocratie signifie liberté de choix. J'ai le droit de choisir. Okay? La démocratie a un indice. Okay? Parce que quand on a un seul choix, que nous appelons dictature, c'est aussi une démocratie, parce qu'il y a un seul choix. Et puis, il y a 2 choix, 3 choix, 4 choix, 5 choix, 10 choix, 100 choix, 1000 choix. La majeure possibilité de démocratie, quand nous avons une infinité de choix. Plus on descend, okay, plus on est sous le contrôle. Okay? Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Ou dans les mondes que nous appelons démocratiques, eh bien, nous avons l'argent comme moyen de vie. Quelle est l'alternative à l'argent? Dans le temps, il y avait ceux qui allaient travailler pour prendre de l'argent. Il y a dans le temps ceux qui, par exemple, travaillaient leurs terres ou faisaient l'artisan et échangeaient leurs produits. Les trocs étaient l'alternative à l'argent. Et là, nous avons un choix. Okay? Les trocs étaient l'alternative. Ou tout simplement, on pouvait faire ce qu'on appelait l'économie de subsistance. On n'utilisait pas l'argent et on se nourrit avec ce qu'on a. L'économie de subsistance a été effacée complètement, éliminée. L'économie du troc a été éliminée. Il n'y a que l'argent. Ce n'est pas une démocratie, l'économie. Le capitalisme n'est pas une démocratie. Le capitalisme est une dictature parce que nous sommes obligés à utiliser l'argent. Une fois que cela a... Il n'y a qu'un seul moyen. Il n'y a qu'un seul moyen. En fait, c'est une démocratie. Mais une démocratie a un choix unique. Et une démocratie a un choix unique est appelée dictature sur le plan financier. Il ne faut pas confondre cela. Nous sommes dans une dictature financière. Nous sommes dans une dictature du modèle de vie. Parce qu'il y a la dictature de la liberté de l'expression. Il y a la démocratie de la liberté de déplacement.
Il y a la démocratie, il y a la démocratie de la liberté de choix, des vies. Nous sommes dans une dictature du modèle des choix représenté par un modèle économico-financier qui n'a qu'une seule voie. Tous ceux qui sont en train de souffrir sont en train de souffrir parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ceux qui sont dans les hôpitaux, ils n'ont pas d'argent. Ceux qui se disent mieux, c'est parce qu'ils ont l'argent. Il n'y a qu'un seul moyen, l'argent. Point final. Il n'y a pas d'alternative. Et ça, ce n'est pas une démocratie. Et le capitalisme qui est évalué à travers l'argent n'est pas une démocratie, c'est une dictature. Aucun autre moyen est accepté. Seulement. Pourquoi nous la percevons comme un moyen démocratique? Tout simplement parce qu'on s'est fait brainwash dans les universités, dans les écoles. On dit que c'est ça les moyens. Donc il y a un lavage de cerveau. Absolument. C'est un lavage de cerveau qui nous porte à considérer cela. Et ces éléments ici ont créé une dépendance. C'est comme ça que nous avons vu, c'est comme ça que nous avons vendu des millions de terres pour l'argent. Parce qu'il y a une seule. En fait, on est obligé. Quand on a faim, on n'a pas une éducation qui nous permet de comprendre la valeur de la terre qu'on a, on est contraint, obligé de les vendre. Et ça, ce n'est pas une démocratie. C'est une construction. Nous sommes dans une dictature et depuis très longtemps. Mais seulement nous ne la voyons pas. Cette situation ici a fait que nous nous sommes libérés de tout ce qui nous permettait de vivre. Et petit à petit, nous retrouvons, comme le dit Marcus Garvey, avec les dos au mur. Avec le dos au mur, et aussi on a la famine économiquement bien organisée. Mais avec cette famine, on se rend compte que ce n'est pas seulement en Afrique, mais c'est un peu partout. En Europe aussi, on voit qu'il y a la famine qui vient. En Amérique, on voit aussi qu'il y a la famine. Et donc, dans ce cas, cette fois-ci, il n'y a pas que l'Afrique qui se tient toute seule dans ce cas de la famine, mais pour vraiment souligner pourquoi il est important de se réveiller. Il est important de se réveiller parce que, par exemple, quand allons aux États-Unis, quand nous avons la famine aux États-Unis, et je suivais dernièrement les articles, c'est la totalité de la population noire qui déjà vivait dans des conditions misérables, dans des maisons ghettos, qui ne peuvent même plus se permettre les maisons ghettos. Bien entendu, nous avons un pourcentage important des autres peuples asiatiques et même occidentaux, mais quand ils ont un pourcentage qui peut être les 5-7%. Mais quand nous sommes dans le peuple, dans la race noire, nous sommes en train de parler de 90% et 95%. Et qu'est-ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Eh bien, encore une fois, et je vous dis que l'Africain se retrouvera encore dans un état d'être forcé à une forme d'esclavage d'utilisation. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas un régime politique, parce que depuis l'éveil des consciences de l'époque de Marcus Garvey, il n'y a pas eu de grossesse, il n'y a pas eu de travail. Et aujourd'hui, comme aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons pouvoir voir? Les Noirs qui se retrouvent un peu partout dans le monde vont être contraints à une forme d'esclavage de subsistance. Vous serez contraint à travailler gratuitement pour des gens, parce que le pouvoir économique est en train d'être annihilé. Vous serez obligé de travailler gratuitement pour des gens qui vont vous donner vous allez travailler toutes les journées, tous les jours, de samedi à dimanche, de lundi à lundi, juste pour de la nourriture. Ça, c'est l'état d'esclavage qu'il y avait. Rappelez-vous de Jérusalem. Rappelez-vous des Sumères. Ce n'est pas nouveau. C'est peut-être votre connaissance qui, dans votre cela, apparaît nouveau. Mais rappelez-vous de Jérusalem. Rappelez-vous de Sumer. Et dans l'intervalle, nous avons eu comme la situation avec la Grèce où, autre les 85% de la population était en esclavage. Cette situation intéresse tout le monde. OK? Mais c'est très particulier aussi. Et ce que j'allais poser comme question sont, pour ce temps actuel, quels sont les omens, quels sont les signes du changement du temps? Parce qu'on parle toujours du changement du temps, mais quand on parle de cette famine, au fait, quels sont les éléments qui te fait dire au fait que la famine, elle est devant notre porte maintenant? La famine, elle est déjà à notre porte. Les omens sont partout. Et par exemple, nous avons certains présidents africains qui ont lancé l'alarme famine. OK? Ça a déjà été lancé parce que les derniers contrats de refournissement, d'importation des denrées alimentaires de l'Asie mineure, de l'Asie, de l'Europe vers l'Afrique, spécialement dans la situation avec la Malaisie et l'Inde,
septembre, mois de septembre. Mais déjà, nous sommes à 2 mois de septembre. Déjà, certains États africains sont en train de déclarer famine. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de réserves alimentaires. La production, les modèles de production africains, il y a un signalement très important. J'ai parlé de 15 à 20% des terres disponibles d'agriculture en Afrique. Et de ces 20 à 15%, 15 à 20% des terres disponibles, nous avons une très, très, très grande partie qui est réservée, par exemple, pour le café. Et le café est acheté et consommé seulement par l'Occident et qui décide les prix. On ne mange pas le café. Et puis nous avons les cacao. Nous n'avons pas des usines de transformation de cacao ni de café sur le territoire et les cacao doivent aller en Occident pour en faire du chocolat. Et ça absorbe une très, 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 très grande. Nous n'avons pas une planification. Nous avons par exemple les noix de coco qui, dans la terre, qui donnent des coûts énormes à la terre. Nous n'avons pas une agriculture, nous n'avons pas encore aujourd'hui une industrie de transformation des jus. Or, les jus sont des aliments de subsistance. Nous n'avons pas une alimentation de transformation de piments, de mangue, des denrées alimentaires dont nous avons besoin tous les jours, sinon que les modèles traditionnels qui est par exemple des poissons salés. C'est la même chose que nous avons encore aujourd'hui. Depuis les temps très anciens, la seule technologie que nous avons encore aujourd'hui disponible, que nous pratiquons aujourd'hui pour la préservation des des préservations alimentaires, c'est faire les poissons fumés et les poissons salés. Sécher la viande et... Sécher. OK? Et à part ça, et même dans ce domaine-là, ce n'est pas qu'on a une industrie qui sèche des tonnes. On ne sèche pas les tomates, par exemple. On ne sèche pas les tomates, on peut sécher beaucoup de choses. Il n'y a pas tout cela. Et notre alimentation et notre agriculture est restée une agriculture d'exportation. Nous exportons tout. Beaucoup de fois en Afrique, nous avons des carences alimentaires pendant que les productions alimentaires étaient au top. Pour deux raisons. Un, la plupart des terres sont des cultures sont des propriétés étrangères. Deux, même les terres qui sont de notre propriété pratiquent une agriculture d'exportation. Et ces exportations sont là pour aller faire des réserves. D'où pensez-vous viennent les réserves alimentaires occidentaux? De l'Afrique. Pendant que l'Afrique n'a pas de réserves alimentaires aujourd'hui. Il n'y a aucun pays africain qui peut donner une tasse de riz pour chaque maison, juste à la capitale. Il n'y a pas. Kinshasa ne peut pas nourrir Kinshasa. Le gouvernement Kinshasa ne peut pas nourrir Kinshasa seulement un seul jour. Le gouvernement de Bamako, de Diam, de Brazzaville ne peuvent pas. Ne le peuvent pas. Et pourquoi tu penses qu'on est arrivé à ce point-là où dans nos villes, au fait, c'est pas seulement... En fait, généralement, quand on parle de la politique, on va parler de la politique d'un pays. Mais au fait, quand on arrive à ce genre de questionnement, on réalise que c'est plus ou moins dans toute l'Afrique subsaharienne qu'on retrouve ce problème. Et tu penses pourquoi on est arrivé à un point où maintenant on n'est pas préparé face à ceux qui arrivent derrière notre porte? Dans un premier temps, nous avons été avertis depuis très 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 longtemps. Et comme je dis, nous avons cette confusion-là. Nous sommes aujourd'hui, dans l'année 2000, on parle d'éveil. Or, à l'année 2000, on devait en train de se préparer à l'ère du verseau, à l'ère du retour de nous, à la naissance. Et le travail n'a pas été fait amont. Le travail n'a pas été fait amont. Pourquoi le travail n'a pas été fait amont? Parce que nous avons servi quelqu'un d'autre. Nous ne nous sommes pas servis. Nous sommes servis de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas une éducation africaine. Il n'y a pas une culture africaine. Soyons sérieux. La culture postcoloniale n'est pas une culture africaine. Généralement, j'ai parlé dernièrement, avant-hier, avec Baba Menchotep, qui est maintenant allé faire un cours de spécialisation au Cuba, en parlant de la culture africaine. Attention, nous, en Afrique, nous avons une très grande empreinte de la culture post-esclavage et post-coloniale. En fait, aujourd'hui, en passant par Bamako, Kinshasa, Douala et Johannesburg, l'Africain veut devenir un blanc. L'Africain n'est pas un Africain. La culture africaine, vous la trouvez chez ceux qui sont partis il y a longtemps. C'est un phénomène naturel. Hein? J'ai quitté l'Afrique. Dans le temps. Oui, j'ai quitté l'Afrique dans les années 90. Je me souviens très bien des années 90 parce que c'est la seule image que j'ai de l'Afrique.
Ceux qui ont resté en Afrique jusqu'à aujourd'hui ne se souviennent plus des années 90. Les années 90, ils ne s'en souviennent plus. La culture africaine est restée d'entre les mains de ceux qui sont partis. Ils se sont tramandés cela de génération en génération parce que c'est la seule manière qu'ils avaient pour conserver leur propre identité. Ils se sentaient en danger. Ils ont tenu à cela. Quand vous allez au Cuba, quand vous allez au Jamaïque, quand vous allez à Granada, dans tous ces endroits, vous avez, et dans les îles, vous avez une forme authentique, conservée des cultures africaines, de mœurs, de manières et de moyens de vivre. Pendant que ce qu'on a en Afrique, c'est un hybride. Il y a une jeune sœur qui a fait parler, par exemple, de la langue lingala, qui a fait voir comment la plupart des mots de la langue lingala viennent du portugais. Mais nous n'avons pas seulement les portugais, nous avons aussi l'arabe à l'intérieur. Quand nous disons maï, maï, c'est de l'arabe. Ok, beaucoup d'autres mots. Et nous avons beaucoup d'exportations. C'est une langue coloniale. Et qui dit langue dit culture. Si on a une langue coloniale, ça dit qu'on a aussi une culture coloniale. Et la culture coloniale est la culture des services. On a servi les autres. En fait, l'Afrique a préparé l'Europe pour survivre à la famine. Ok, je comprends. Wow. L'Afrique a supporté l'Europe dans sa démarche de survivre à la famine. L'Afrique a fait de sorte que l'Europe va survivre à la famine. Et à lui, il n'a pas travaillé pour lui. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons justement, comme l'avait dit Marcus Garvey, avec les deux au mur. C'est depuis 2017 que je disais que 2018, que seulement les 30% d'entre eux vont pouvoir survivre. Et les mathématiques sont là, sont justes. Il nous reste encore des choses à faire parce que la survie n'est pas automatique. La notion du droit privé va être anéantie, n'existera plus. Et il n'y aura pas une loi qui va dire que la notion du droit privé n'existe plus. Tout simplement, du moment où la monnaie, le pouvoir économique vous a été retiré et vous avez été réduit à la pauvreté, vous avez perdu aussi votre faculté de représenter votre droit privé. Elle n'existe plus. Est-ce que tu peux donner un exemple, par exemple, du droit privé et du droit communautaire, mais aussi pourquoi le droit privé tombe avec l'État? Ok. Nous avons les droits privés qui est une institution, les droits privés est une institution typiquement capitaliste. Ok? Où quelqu'un a un territoire ou un bien qui ne lui appartient et du fait que cette chose m'appartient exclut toute autre personne de pouvoir l'utiliser. Cette notion n'existait pas dans nos ancêtres. Pourquoi? Parce que l'accès aux terres cultivables était rationalisé ou dit aux besoins. Une famille qui avait 10 enfants avait besoin de beaucoup plus de terres qu'une famille qui avait 2 enfants. La famille qui avait des enfants utilisait la terre, la quantité de terre, la disponibilité, la quantité de terre dont ils ont besoin pour des enfants. L'année prochaine, quand ils en auront un plus, ils vont avoir accès à plus. La famille qui a 10 enfants utilise la terre qu'il a besoin pour 10 enfants. Quand ces enfants ont grandi, ils sont partis, il n'a plus besoin de cette grande vaste, il va se redimensionner. Et c'était un système qui fonctionnait de manière naturelle. Pas toutes les familles ont 50 enfants au même moment. Quand les uns ont 30 enfants, les autres n'en ont pas. Et quand ceux qui ont 20 enfants vont maintenant avoir 50 enfants, les enfants qui faisaient partie de la famille à 50 enfants se sont en allés. Et il y avait cette régulation. C'est ça ce qu'on appelle la notion du droit communautaire. En fait, le droit communautaire n'est pas un droit, c'est une conscience communautaire. Et le monde est en train de retourner à cela. Je sais que tu parles du grand reset. C'est un grand reset au retour, parce que quand il y a un reset, il faut retourner, on retourne tous au point de départ. Mais attention, il faut être conscient de cela. Si on n'est pas conscient de cela, on se retrouve emballé vers l'autre, on se trouve dominé encore. Nous sommes dans un grand reset, et c'est-à-dire on remet le monde à zéro. Et nous devons être conscients de cela et des implications que cela va apporter. Les droits communautaires vont pouvoir résister parce que quand je parle des droits communautaires, c'est une conscience communautaire qui a toujours existé. Elle ne peut être annulée. Les droits communautaires les droits privés est annulé parce qu'il a été créé
par le capitalisme à travers les pièges de l'argent. Du moment où cet élément-là est retiré d'entre les mains, du moment où le pouvoir économique possédé par les individus, les singuliers n'est plus, ces droits-là disparaissent de soi. Parce qu'on n'est plus en mesure de défendre ce que l'on est. Et si les institutions, les systèmes État, comme je l'ai dit, cessent d'exister, l'État garantit ta propriété privée. Okay? Mais du moment où cet État-là n'existe pas, qui garantit la propriété privée? Mais là, quand on fait un reset, ce n'est pas qu'on rentre au zéro. On rentre là où on était au départ de la grande confusion. De la grande confusion, il y avait l'accès et l'utilisation des terres. Mais nous ne pouvons pas la pratiquer de la même manière qu'elle était pratiquée dans le temps. Elle doit évoluer. Nous devons être conscients, nous devons nous organiser. Aujourd'hui comme aujourd'hui, l'argent n'a plus d'importance. Rien n'a plus d'importance sinon que les autres, les communautés, comme l'était au temps d'avant. Rien aujourd'hui n'a plus important que l'autre. Nous sommes dans les temps où, ayant manqué la fécondation, ayant manqué la gestation, nous devons nous préparer au froid, à un hiver. Et cet hiver-là, nous pouvons la survivre seulement que si nous sommes soudés. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la réponse est les communautés. Avoir accès à des terres et commencer dans la mesure la plus rapide possible à pratiquer une agriculture de subsistance et non une agriculture commerciale. Il faut avoir des greniers. Il faut développer, revoir les manières, les technologies traditionnelles, les technologies ancestrales, parce qu'on n'a pas développé autre technologie. Si vous pouvez faire un emprunt de technologies d'autres, il faut utiliser des technologies pour revoir comment conserver la nourriture. De quelle manière conserver la nourriture? Parce que la disponibilité et l'accès à la nourriture va déterminer quelles sont les communautés qui vont survivre ou pas. Et la question qui se pose, avez-vous été préparé à cela? Parce que si vous n'avez pas été préparé à cela, votre vie est en danger. Si cela n'a pas été préparé, sachez aujourd'hui que votre vie, y compris la vie de vos enfants, est en danger. Et je vous rappelle, quand vous regardez les photos, et quand on parle de la famine, on fait les noirs. Ce n'est pas un cas. On est en train de vous donner un message subliminal. C'est vous qui passez par premier. Parce que le pouvoir des chats africains a déjà été annihilé. Le pouvoir des chats africains était déjà annihilé. En Europe, par contre, nous allons avoir une situation différente, dans le sens où les prix des denrées alimentaires vont aller à exploser parce que nous avons déjà une crise pétrolifère qui sera suivie d'une crise énergétique. Déjà, les pays comme en Australie, on est en train de vivre des lestages. Nous avons vu comment l'Europe s'est complètement fauchée. On est en train, les fardeaux, l'argent pour les fardeaux sont en train d'être demandés. L'imposition fiscale est devenue parce que l'Europe est en train de se faucher, elle est en train de s'effondrer. Elle ne va pas connaître la famine tout de suite, mais elle va connaître ce que l'Afrique a connu dans 50 ans. L'Europe va les subir dans moins de 6 mois, c'est-à-dire la chute, l'anéantissement du pouvoir d'achat. L'Afrique a connu l'anéantissement du pouvoir d'achat dans une longue période. OK? Elle est faite à graphique. Il y a des moments où elle montait un peu, elle descendait. Elle montait un peu, elle descendait. C'est comme si on a sauté d'un avion en parachute. OK? On descend un peu. En Europe, ça va être comme si tu sautes d'un avion sans parachute. Tu tombes à pic. Et l'effondrement du pouvoir d'achat, comme vous êtes en train de le constater déjà pour ceux qui vivent en Europe, drastique, elle va continuer jusqu'à l'effondrement. Il n'y aura plus accès à la possibilité d'avoir accès à l'énergie. Et cela va annuler complètement le pouvoir d'achat. Et ça qui vient avec le salaire universel. Justement, le salaire universel tant bien présenté ne sera réellement, ce n'est pas un salaire dans le sens que maintenant elle ressemble à de l'argent qu'on vous donne. Mais par après, elle va devenir, comme nous l'avons vu déjà s'effectuer en Chine, un sachet avec 500 grammes de riz et 2 boîtes de tomates. Et vous vous débrouillez pour les sels, l'ail et le reste. La question qui peut se poser, pourquoi? Très simple, les contrôles. OK? Les contrôles.
le contrôle et encore le contrôle des êtres humains et l'esclavage qui revient de manière bombante. Et nous sommes en train de le constater aujourd'hui. Et nous devons faire, nous, dans cette scène nouvelle qui est en train d'être créée, nous sommes les grands absents. Il faut éliminer cette race-là. Il faut la mettre à côté, il faut la diminuer. Et donc, la survie de la race aujourd'hui est une question de conscience du moment. Les communautés ont... je parlais aussi de l'Odou. Cette année, nous avons eu l'Odou et Yoruba qui nous est arrivé, qui nous a dit encore, cette année est sous la guide de l'esprit de la mort. Et les Odou Yoruba nous a indiqué aussi que les communautés, tout comme les individus, seront sous attaque. Même les communautés seront sous attaque. Ils sont déjà sous attaque dès le moment. Les communautés sont déjà sous attaque sous le moment. Ils sont sous attaque spirituelle, manipulation et sous attaque sur le plan physique. Et les communautés doivent faire l'effort de s'armer des terres. Doivent fournir les efforts de s'armer des terres parce qu'avec la terre, pris de manière communautaire, vous avez une chance de la servir. Et commencer dès tout de suite une agriculture de subsistance à 90%. Créer des réserves. Là où vous pouvez vendre pour pouvoir acheter des instruments de la technologie, de la transformation, de la production de l'énergie. Mais pas pour aller verser l'argent en banque. Parce que le président Poutine était en train de le dire dans une conférence qu'il a fait hier, que l'Occident pense l'Occident est en train de vivre avec les considérations du siècle passé. L'Occident pense encore qu'il est au centre du monde. L'Occident pense encore qu'il peut dicter les journées du monde entier, mais ce n'est plus le cas. L'Occident ne s'est pas rendu compte que dans l'entretemps, il y a des puissances qui se sont élevées. Comme l'Inde, il y a beaucoup de puissances qui se sont élevées. L'Afrique ne s'est pas élevée du tout, mais il y a d'autres puissances qui marquent les équations. Nous devons faire attention. Le discours est très important parce qu'il dit il y a des nouveaux puissances qui se sont élevées. Donc, nous avons des nouveaux ennemis pour nous, les Africains. Nous avons de nouveaux ennemis. Parce que c'est là aussi, pour obtenir de la puissance, seront obligés de venir marcher sur nos dos. En fait, ça me fait penser encore une fois à une citation de Marcus Garvey qui dit « La chance n'a jamais encore satisfait l'espoir d'un peuple souffrant. L'action, l'autonomie, la vision de soi et de l'avenir ont été les seuls moyens par lesquels les opprimés ont vu et réalisé la lumière de leur propre liberté. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes vaincu 2 fois dans la course de la vie. Avec confiance, vous avez gagné avant même de commencer. » Ankh Oudja Seneb. Regardons ce qui se passe dans le monde mélanoderme. Nous n'avons pas confiance entre nous. Nous ne nous soutenons pas. L'ennemi de l'homme noir est l'homme noir lui-même et ce qui fait de nous des perdants dès le départ. Dès le départ, nous sommes perdants dès le départ. L'homme noir ne sait pas faire confiance à l'homme noir. Parce s'il fait confiance à l'homme noir auquel il fait confiance deviendra le serpent qui va les mordre. Je ne dis pas que l'homme noir fait mal à ne pas avoir confiance. Mais c'est que je suis en train de dire que nous sommes de l'impostation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous sommes perdants dès le départ. Et nous devons être en mesure de résoudre cela. Maintenant, pas demain. Parce que demain, c'est trop tard. Et c'est comment cela est résolu. Nous n'allons pas faire une conférence de Noirs pour résoudre cela. Cela est résolu par l'association des esprits et des consciences. Vous devez intégrer des communautés avec lesquelles vous marchez dans la même direction. Vous devez faire un travail intérieur parce que, je vais retourner rapidement sur la notion de Nuts. Pour nous, Nuts représente ce qu'on appelle aujourd'hui l'âge du Verseau. Pour arriver à cet âge-là, nous devons avoir eu une transformation intérieure, une transformation de nous intérieurement, une conception élevée de la perception de la place que nous donnons les uns des autres.
Cette élévation intérieure aura produit une élévation extérieure, c'est-à-dire une transformation du monde extérieur à travers la maîtrise des 4 éléments. La maîtrise du feu, la technologie, les armes, la maîtrise de l'eau, les technologies de l'eau, l'agriculture, l'énergie, la maîtrise de l'air que nous avons aujourd'hui avec la technologie qui exploite les turbines avant et la terre, l'agriculture, les constructions. La maîtrise de la terre signifie comment nous avons construit. La maîtrise de l'élémentaire ne signifie pas prier devant le feu. Non. L'élément prier devant la terre, faire des libations, oui, ça a sa place. Mais construire des buildings aussi, c'est une libation. On ne verse pas de l'eau sur la terre qu'on est en train de construire des buildings dessus. Il faut connaître la terre, il faut l'accepter, il faut l'aimer pour faire de bonnes constructions. Pour l'honorer en faisant des égouts et non déféquer partout comme de n'importe quoi, c'est du blasphème. Des toilettes à tonneaux dans le 2022, c'est du blasphème, mais on est en train de suyer la terre de cette manière-là. Il faut l'honorer. La maîtrise de l'élément à terre exige un respect pour la terre. Et avoir des toilettes à tonneaux dans cette époque aussi, c'est une profanation. Déféquer derrière, partout, dehors, n'importe où, c'est une profanation. Manque de l'élémentaire. L'élément fait qui signifie l'intelligence, la technologie, les armes, nous ne la maîtrisons pas. Cela ne signifie pas danser devant le feu avec les kinsangou. Non, absolument pas. Et je parle d'éléments, la technologie associée à l'eau, qui parle de l'agriculture, à des constructions, à l'alimentation, aux turbines, à eau et beaucoup d'autres choses. Et j'arrive à l'air. Il y a la technologie de l'air. L'air conditionné, ce n'est pas une technologie de l'air. Hein? L'air, comme vous avez l'air conditionné dans la maison quand il fait chaud. Ce n'est pas une maîtrise de la technologie de l'air. L'utilisation des gaz, comme les gaz russes, ce n'est pas une maîtrise de la technologie, ce n'est pas une maîtrise de l'élément l'air. Où est-ce qu'en sommes-nous avec tout ça? Rien. Et avons une spiritualité? Non. Spiritualité, connaissance et force. Et quand nous regardons notre monde où rien n'a été construit, pas de maîtrise sur l'élémentaire, pas de maîtrise sur l'élément l'eau, pas de maîtrise sur l'élément feu, pas de maîtrise sur l'élément, disons, terre. Pouvons-nous sérieusement vanter une spiritualité? Non, je suis désolé. Je suis désolé, nous n'avons pas. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans l'ère des versants. Nous avons accompagné les Occidentaux de l'ère du cerveau parce que nous les avons préparés à l'âge du verseau, à l'ère de nouvelle renaissance, qui est pour une destruction, malheureusement. Et dans cette destruction, nous nous retrouvons aussi absorbés à l'intérieur. Les chances aujourd'hui reviennent à des communautés. Quand les bateaux sont en train de s'écouler, ceux qui ont vu cela trouvent des petits bateaux et quittent les navires avant son effondrement total. C'est ce qui est en train de se passer si la débâcle est totale. C'est comme si vous êtes embarqué dans une voiture qui va à 300 en l'air. Et vous levez les yeux à 30 minutes, à 30 mètres, vous voyez et vous regardez le mur ou un gros arbre. Pouvez-vous freiner? Impossible. Impossible. Nous devons prendre conscience des erreurs qui ont été faites et préparer le futur pour ceux qui seront en mesure d'avoir un futur. Parce qu'à ces jours ici, si vous n'avez pas de communauté, vous n'avez pas de terres, vous n'avez pas de réserves alimentaires, vous ne serez pas. Tout simplement. Les autres se sont préparés. Douane Tchèque, ce n'est pas tout le monde noir. Nous avons beaucoup de communautés comme les Hano avec Chef Yoya, qui sont préparés depuis très longtemps. C'est un exemple dans le monde noir, par exemple, avec Chef Yoya ayant des terres au Nigeria, où ils vivent avec une forme de taux de détermination. Il y a plusieurs petites communautés, et ce sont ces communautés-là. Et les couches Kamit Congo nés dans le même exercice d'une communauté, pour pouvoir servir ce qui est en train de venir dans l'âge, tout en sachant que pour ce qui est de la race mélanoderme, nous ne sommes pas à l'âge des versants. Il n'y a même pas encore eu fécondation. Nous avons manqué tout cela. Cette fécondation que nous avons eue à l'époque de Marcus Garvey,
Nous avons été convaincus à faire l'abortion par l'Occident. Et nous avons fait l'abortion. Cette grossesse ne s'est pas développée. Nous avons fait une abortion. L'avortement. Et l'avortement, oui, un La avortement. perte que nous avons connue. Mais tu sais, quand tu dis ça, j'ai envie de dire que d'un côté, dans le monde noir, on regarde aujourd'hui comment le taux de natalité a baissé gravement. Les femmes ont des problèmes de myome, de fibromes, des problèmes dus aux relaxants. On a fait introduire des substances, des matières qui sont très néfastes dans les corps des femmes ou même dans les corps des hommes aussi aujourd'hui. Et on voit que même le taux de mortalité pendant la naissance est très Et très élevé. on part en Afrique comme on part en Europe. Partout, même aux États-Unis, les taux de mortalité sur la table d'accouchement des femmes noires est le triple des femmes blanches. C'est-à-dire, c'est pour dire, c'est beaucoup de femmes noires aux États-Unis meurent durant l'accouchement. Beaucoup. Beaucoup meurent. C'est une crise. C'est ça les problèmes de mon nom. Même des choses qui nous accablent jour pour jour, on ne trouve pas les solutions. Il y a des gens qui ont des enfants, il y a des papas qui ont 4, 5 enfants qui sont des filles. Ils ne se posent pas la question de cela. Ils ne considèrent même pas que ces enfants-là, peut-être, sur les tables d'accouchement, 3 d'entre eux ne vont pas survivre. Non, on vit comme ça. On attend que ça nous arrive avant de... On attend pour que ça arrive pour pouvoir prier ou pleurer. C'est un vrai problème. Nous avons été sous attaque pendant très longtemps et de toutes les parties. Et nous n'avons pas à condamner l'attaquant. Nous avons à condamner nous-mêmes parce que nous avons participé à cette attaque contre nous-mêmes. À tous les niveaux. Il y a une expression qu'on dit toujours aux États-Unis, il faut un homme noir pour détruire un homme noir. Il faut une femme noire pour détruire une femme noire. Pas un Chinois, pas un Japonais, pas un Russe, pas un Allemand. Il faut un homme noir pour détruire un homme noir. Il faut une femme noire pour détruire une femme noire. Et ça est un échec accusé. Et Marcus Garvey nous l'a démontré aussi avec avis. Qui sont ceux qui ont causé la perte de Marcus Garvey? Des hommes noirs. Des hommes noirs. Et encore aujourd'hui, cette leçon, nous sommes encore incapables de l'assumer. Ou de la comprendre aussi. Voilà les grands de cette Raoult Époux de ce soir. Et je pense avoir touché beaucoup d'éléments en même temps. Mais en période où je veux dire on arrivait maintenant à la fin de même la 3e partie de cette émission, est-ce qu'il y a quelques recommandations qu'on peut donner? Absolument, les recommandations sont spécialement dans un moment de crise, comme j'ai dit. Et j'espère bien que tous ceux qui écoutent sont en train de prendre les cahiers pour écrire, parce qu'on a parlé de ça en 2019, en 2018, en 2020, maintenant en 2022, et les choses se transforment très rapidement. Il ne faut pas attendre en 2027 pour commencer à demander encore qu'est-ce qu'on va faire. Donc si vous avez des cahiers, vous avez des possibilités, commencez déjà à prendre en considération ce que Baba Kintela va nous dire. Donc on va commencer d'abord par prendre nos cahiers, vraiment s'assurer que cette fois-ci, on va écouter, on va faire quelque chose, on va faire le minimum de ce qu'on peut. Donc, quelles sont les recommandations? La première recommandation, nous sommes affectés par une maladie qui fait qu'on ne s'aime pas. On ne se supporte pas. Regardez sincèrement à l'intérieur de vous-même. Des parents qui se battent devant leurs enfants n'aiment pas leurs enfants. Des parents qui s'insultent, qui se disputent devant leurs enfants, ils n'aiment pas leurs enfants. Ils pensent les mêmes, mais ils ne l'aiment pas. Ça, c'est un point de départ très important. Nous devons apprendre rapidement à donner de la valeur et de la considération pour ce que nous sommes. Parce que quand vous ne considérez pas, quand vous n'avez pas de considération, de l'amour, de la compassion, de la sympathie pour la femme noire et l'homme noir qui est devant vous, vous n'en avez pas non plus pour vous-même. Et vous êtes déjà condamné de départ. Nous devons rapidement faire une révision. Et pendant que nous sommes en train de faire cette révision-là, je vous invite à aller intégrer une communauté tout de suite. Faites les deux travails en même temps. Révision en vous, allez intégrer une communauté, parlez de la famine. Essayez d'organiser des rencontres dans votre famille, avec vos parents, avec vos amis, parler de la famine.
En parler parce que c'est un problème sûr. Ne restez pas dans cette illusion noire où regarde les Blancs, ils veulent nous tuer. Non, non, non. J'ai dit que nous sommes en train de nous tuer nous-mêmes. La question ici, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour combattre cela? Pas pour combattre les autres, hein, combattre la famine. C'est nous qui n'avons pas de moyens pour survivre. Ça, c'est le deuxième point. Réconsidération de la perception de l'identité noire que vous avez en vous. Et les gens qui haïssent plus les noirs, ce sont les noirs, pas les blancs. OK? Ça, nous devons savoir cela. 2, intégrer un groupe. Commencez à parler de la famine et de la survie de l'homme noir. Famine et survie. Parce que si nous n'affrontons pas cela, nous ne servons pas. 3e point, intégrer des groupes. Voyez dans votre groupe, si vous êtes entré, vous avez de la terre. Ceux qui ont des terres en privé, aussi intégrer des groupes, mettez vos terres en disposition, en disponibilité, en disposition de la communauté qui a déjà de la terre. N'entrez pas dans un groupe qui n'ont pas de terre et vous leur donnez votre terre. Non. Voyez des groupes qui ont déjà de la terre, ajoutez votre terre et commencez de la culture de substances. Commencez à voir comment vous pouvez facilement vous retrouver sur ces terres-là, dans le cas où la situation changerait de main. L'Europe va devenir de la braise pour les Noirs. Va devenir de la braise. Les droits que l'on a bénéficiés pendant beaucoup de temps ne seront plus disponibles. Et vous n'aurez vous-même à pointer les doigts contre. À pointer les doigts contre. Nous sommes rentrés dans une nouvelle phase où nous ne devons plus continuer à parler. Et je pense que ça, c'est un des très peu d'émissions que je ferai encore dans cette direction-là. Nous devons rentrer dans l'action. Nous devons rentrer dans l'action, dans le travail véritable. Et je vous dis cela parce que le monde noir n'a pas travaillé depuis des millénaires, depuis très longtemps. Parce que quand je dis travail, c'est travail pour soi, nous avons travaillé pour les autres. Pour nous, nous n'avons pas travaillé. C'est maintenant le moment du changement. Mais c'est le dernier moment. Il n'y aura pas une autre opportunité. C'est la dernière opportunité de changer. C'est la dernière opportunité de se regarder à l'intérieur de soi. C'est la dernière opportunité de penser qu'il y aura un futur moderne si vous faites quelque chose. Parce que si vous ne faites rien aujourd'hui, il n'y en aura pas. Ankh ou Jasseneb. Toi, Wancha.